Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le compte Instagram du CNC. Pour ce nouveau live, nous allons appeler Timothée Hochet, créateur et réalisateur d'une série pas comme les autres, Calls, qui vient de s'achever avec une troisième et dernière saison, dont tous les épisodes sont visibles en ligne dès maintenant sur le site de Canal+ ou sur YouTube. Alors sans spoiler et sans attendre, on va appeler tout de suite Timothée pour parler de Calls, chapitre 3 ou chapitre final. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, hop, et on les verra avec Timothée. Alors, où es-tu, Timothée? Hop. Attends. Ça se connecte. Et ben parfait. Bonjour, Salut Timothée, comment ça va? salut, ça va et toi? Oui, oui, très bien. Ça va, tu me captes bien? Tu m'entends bien? Je te capte bien, ouais, Eh ben super, c'est très c'est bien. pareil. Alors je sais pas si tu vois, alors une petite règle du jeu juste avant de commencer, si tu vois les commentaires qui apparaissent. Je vois les commentaires. Ouais. Voilà, et ben si tu vois une question qui t'intéresse, qui t'interpelle, n'hésite pas, tu vas dire ah oui tiens bonne idée, voilà, et tout ça à répondre, voilà, Ok, dans- ça marche. et dans la bonne humeur. Donc on est là pour parler de Calls, Ouais, chapitre final, je sais pas quel est le titre oui, officiel, c'est chapitre final, ouais. Enfin, d'accord. chapitre 3, c'est chapitre final. C'est c'est un peu les deux. Voilà, donc c'est la fin, c'est terminé. Après, voilà. Oui, 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 tout à fait. Ouais, après, il n'y a plus rien. C'est terminé. Alors je voulais savoir parce que à la fin, à la toute fin du tout dernier épisode, donc sans rien spoiler, mais dans le générique, tu disais que tu avais pu tourner la fin telle que tu la voulais, en fait. Ouais. Donc tu as une liberté quasi totale pour faire ce final, c'est ça? Ouais, une liberté quasi totale. Canal m'a vraiment laissé les rênes et aussi m'a donné le budget dont j'avais besoin pour faire ça aussi. C'est une fin qui voilà n'était pas aux normes de toute la série et du coup sans spoiler et du coup ça forcément ça demandait une autre organisation un autre et Canal a été vraiment cool à ce niveau-là, c'est que ils ont tout donné comme je l'avais voulu et ils ont artistiquement aussi ils ont adhéré alors que c'est une fin totalement atypique et qui est finalement assez risquée pour, euh, pour une série comme ça. Mais voilà, ils ont bien voulu me laisser ma chance et du coup, ça c'est vraiment cool. Tu as lu les remerciements, ce qui est déjà fort. Il y a toujours des petits trucs des fois qui se cachent, qui se cachent là-dedans, donc Ouais. on va essayer de ne pas spoiler ce qui se passe vu que la fin est assez surprenante, hein, c'est le cas de le dire. Mais je me demandais, est-ce que tu as toujours eu l'idée de finir comme ça, ou est-ce que depuis la saison 1 de Calls, qui a été vraiment un gros succès critique et public, ou est-ce que ça a changé et tu t'es dit, tiens, je vais plutôt aller dans une autre direction, je vais changer tel truc, ou ça a toujours été fait. Euh, ça a été directement. En fait, à la base, on voulait avec Clémence Setti, la co-auteure, finir la saison 1 comme ça. On voulait avoir cette idée-là, sauf que Canal a dit non à l'époque euh, et voulait garder du coup. Enfin, c'est difficile sans spoiler, mais bref, ça n'a pas été accepté tout de suite. Mais en tout cas, oui, j'avais ce dernier plan. Ce dernier moment était déjà dans ma tête depuis le début de l'écriture. Dès qu'on a su que c'était une série, j'imaginais ça. Et ensuite, bien sûr, on l'a adapté pour parce que ben avec les 3 saisons, on avait créé une mythologie et du coup, on voulait donner des réponses un peu comme ça, quoi. Et en parlant justement de mythologie, c'était quoi tes influences sur Calls, si tu en avais, parce que par exemple tu parlais je crois qu'un de tes films préférés c'est Deux Sœurs, un film d'horreur coréen. Enfin, tu me dis si je me C'est trompe. vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est maintenant mon film préféré d'horreur, c'est The Strangers. J'adore le film coréen, pas le film américain. Donc The Wailing, je crois que ça s'appelle en anglais. J'adore justement comment ils arrivent à disséminer petit à petit des indices sur la mythologie du film. Et sinon, en termes de série, il y a tout ce que fait Damon Lindelof. Moi, j'adore.
son travail, c'est le co-showrunner de Lost et que sa façon de traiter ses personnages, de traiter ses mystères, j'adore. Et ça a été une référence pendant les 3 saisons, mais surtout pendant la saison 3 où j'ai rematé The Leftovers et ça, enfin voilà, pour guider un peu sur là où allait la série, euh, c'était une vraie aide de toujours se dire ça peut être mieux et ça peut être mieux distillé, ça peut être les mystères peuvent apparaître de façon plus subtile et enfin voilà, il y avait c'est toujours une référence. Moi, je me réfère toujours à son travail quand j'ai des doutes. Alors, quelqu'un dit, quelle a été l'influence du spectacle des animaux sur ce dernier volet de Call? Une blague que... Oui, 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 totalement. Aucune influence, Anne-Sophie. Anne-Sophie qui joue justement dans la série, dans la saison. Et c'est une private joke puisque j'adore les spectacles d'animaux. Attention, pas les spectacles d'animaux qui maltraitent là tout de suite. Je n'approuve pas les zoos et tout ça. Non, c'est juste qu'on était à Universal Studios ensemble et qu'il y avait un spectacle d'animaux que j'aimais beaucoup. Rien à voir avec Coles. Ah zut, ça aurait pu être l'influence secrète de Cole, Et ouais, malheureusement, le malheureusement, ce n'est pas ça. là-dessus. Et moi, je me demandais, parce que en le voyant, en voyant la série, je pensais vachement aux vidéos surnaturelles qu'on voit sur YouTube, les trucs creepypasta et tout ça. Est-ce que tu t'es inspiré de ça aussi, toi et Clémence, vous vous êtes inspiré de ça pour écrire ou ça pas Surtout du sur la saison 1, ouais. La saison 1, c'était une forte influence, tout ce qui se passait sur Internet, toutes les histoires d'horreur, un peu, voilà, creepypasta, les trucs sur Reddit, les vidéos sur YouTube qu'on peut trouver qui ont 10 vues, et qui, tu te demandes ce que c'est. Ou même, il y a beaucoup de mystères qui ont été lancés sur YouTube, des personnes qui ont fait beaucoup de. Enfin, j'aime beaucoup ce truc un peu interactif où les gens peuvent noter et essayer de déceler des mystères. Il y avait la série Marble Hornet qui sur YouTube qui était vraiment intéressante à ce niveau-là, qui a pas mal rendu populaire le Slenderman. Et enfin, il y a plein de petites pépites comme ça qui font que tout l'univers de Coles, surtout la saison 1, a été nourri par la culture de l'horreur Internet, ouais. Hmm. Est-ce que ça a changé la saison 3, la technique d'enregistrement d'un épisode, ça a changé depuis la saison 1 ou ça a toujours été la même chose? Ça a pas changé depuis la saison 2, mais de la saison 1 à la saison 2, oui, il y a eu un gros changement. C'est-à-dire saison 1, on faisait quelques épisodes en studio, où les acteurs étaient derrière le micro, dans un studio, et ensuite on recréait tous les effets. À partir de la saison 2, rien de ce qu'on entend, n'utilise des micros de studio. On peut utiliser un studio, mais c'est comme un lieu de tournage où les acteurs vont se balader dans le studio comme si c'était chez eux, par exemple. Et donc, on a changé ce truc-là pour plus de réalisme. Par exemple, on appelle toujours, on fait vraiment des vrais appels. On enregistre toujours avec l'appareil de base qui est sur le scénario. Si c'est un dictaphone, on essaye d'avoir au moins quelque chose qui se rapproche d'un dictaphone pour. Bien sûr, tout est backupé par un ingénieur du son qui est là et qui prend tout clean au cas où. Mais au montage, c'est vrai on utilise beaucoup la source primaire. Par exemple, si c'est un long appel en plan séquence, on essaye de faire l'appel en plan séquence avec des vrais appels où les deux acteurs ont un téléphone ou ont des oreillettes et ils peuvent. Enfin voilà, ils interagissent vraiment avec l'autre acteur qui est à l'autre bout de la rue. Enfin voilà, on essaye de les mettre dans des vraies conditions. En gros, c'était la série idéale à tourner cette année, quoi, en fait, avec la C'est distance. vrai que ça a aidé, ouais. Mais ouais, c'est vrai. Mais après, on était quand même toujours dans le même endroit. Toute l'équipe est toujours dans le même endroit. Mais c'est vrai qu'il y a moins de gens sur le plateau. Il y a plus enfin voilà, il n'y a pas de scène où ils sont forcément obligés d'être proches physiquement.
Même s'ils sont censés se faire des bisous, on peut, enfin, on s'en fout, on fait juste des bruits de bisous avec 1 mètre de distance, et ça marche. Combien de temps ça a pris pour faire toute la saison 3? Ben, on a commencé à y réfléchir en décembre de 2018 et on a dû finir à la fin du confinement des bonnes versions d'écriture, donc avril-mai. Et puis voilà, ensuite il y a eu tout le tournage, ça a pris un peu de temps à cause de la Covid aussi. Il y a eu des décalages et puis ouais, toute la post-prod. Enfin ouais, ça fait une bonne année en vrai, une petite Mm. année pour créer la saison 3. Euh, pour vraiment l'avantage qu'on a eu, c'est que le confinement nous a permis de prendre le temps d'écrire. On Mm. n'était pas pressé à ce niveau-là parce que de toute façon, il n'y allait pas avoir de tournage avant un petit moment. Et donc, ça demande beaucoup de boulot, enfin, vraiment tout ton univers visuel, en fait, de faire les petites lignes, ces petits symboles et tout ça par rapport à l'enregistrement. Ça demande, c'est quelque chose de rapide à faire ou c'est au contraire quelque chose qui demande le plus de temps dans ton travail en post-prod, disons. C'est l'un des aspects qui demande le plus de temps. Même en post-production, ça demande techniquement plus de temps que le son parce que c'est du seconde par seconde quoi. Enfin on fait phrase par phrase. Il faut imaginer une répartition par épisode, une idée par épisode. Enfin il y a plein de trucs techniques qui pour le spectateur qui regarde paraît très simple. C'est ça notre volonté, c'est que au final, quand on regarde, on n'a pas du tout l'impression que ça demande du taf, et on a l'impression juste que c'est très naturel et que voilà, ça défile sous nos yeux, c'est logique. Mais oui, il y a beaucoup de taf, non seulement dans l'application des, des, des tâches, c'est-à-dire vraiment techniquement faire mot par mot la retranscription, mais aussi de trouver des idées artistiques pour se dire, OK, c'est pas juste une retranscription, on va essayer de faire comprendre des nouvelles choses à travers ce visuel. Et parfois, c'est vraiment des idées qui viennent à la dernière minute. Ça, c'est Olivier Degrave, le directeur artistique de Canal+. On le fait ensemble avec toute son équipe. Et donc, tout ça est fait à Canal. Donc, depuis la saison 1, c'est vrai que la saison 1, c'était immense le travail à faire parce qu'on s'attendait pas du tout. Justement, on se disait ça va être facile. Et en fait, le travail était vraiment très très gros. On n'avait même pas de correctrice de sous-titres, donc des fois il y avait des fautes jusqu'à la dernière minute dans la saison 1, alors que ça faisait 15 fois qu'on voyait les épisodes. Et et là, du coup, on a pris l'habitude, mais dans cette saison 3, il y a des nouvelles règles, il y a des nouvelles choses, et on s'est dit, il fallait changer quelques trucs, et donc créer des nouvelles interfaces pour plusieurs épisodes. Il y a des interfaces qui sont un peu différentes, et donc voilà, c'est tout un process artistique. Ça, pour le coup, on en parle dès la fin de l'écriture, Mm. Et donc ça, avant c'est même cool. les Là, tournages. on rentre un peu dans le territoire du spoiler, là, si on commence à parler Oui, justement oui, oui. des trucs fascinants, donc on va plutôt. Voilà. Enfin, je dis ça pour moi aussi parce que c'est vrai que après, Oui. j'ai tout enchaîné tous les épisodes, donc j'ai forcément des questions en disant ah mais alors tu dis ça à la fin et tout ça. Bon, voilà. Ouais. Mais alors, il y a quelqu'un qui te demande ce que ça fait d'être. Est-ce que c'est difficile d'être un dieu au quotidien? Donc ça c'est sympa comme question. Tu peux y réfléchir. Euh, Donc quelqu'un demande est-ce qu'il y aura une prochaine saison? Donc ça, je te laisse évidemment non, c'est le non. nom. Désolé. C'est fini, justement. Et un truc fascinant, c'est le casting que tu as réuni sur Calls, enfin, en tout cas, qui joue là-dessus. Si c'était un film, ça serait limite un blockbuster français, en fait, vu le nom. Donc, comment est-ce que. C'est quoi les nouveaux noms par rapport à la saison 2 et 1 ici? Est-ce qu'il y a des gens que tu voulais absolument ou tu t'en es pas occupé? Non, non, si je m'en occupe à chaque fois, j'envoie toujours une liste avec au directeur de casting en disant voilà, cette personne serait parfaite, etc. Euh, mais, euh, mais en fait,
par rapport aux deux premières saisons, là, il y en a moins parce il y a beaucoup de personnages qui reviennent, beaucoup d'acteurs qui reviennent et actrices. Donc, pour la saison 3, on a Anaïs de Moustier qui nous a rejoint, qui est dans énormément d'épisodes, Astrid Bergès-Frisbé, Annie Dupéré, Philippe Rebaud, Jérôme Niel qui revient, qui était dans la saison 1. On a Alban Lenoir qui revient. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent. Et enfin voilà, il y en a plein, plein. Euh, mais euh, mais en termes de rôles principaux, c'est globalement, il y a Constance Labbé aussi. Euh, on est plus limité parce qu'il y a moins d'épisodes et plus de personnages qui reviennent. Et donc voilà, c'était plus compliqué à caster parce que d'habitude, un peu, en vrai, le truc cool pour un acteur sur Calls ou une actrice, c'est ben viens, c'est une journée, un personnage, un épisode, et puis voilà, et puis c'est une expérience quoi. Là, c'était pas la même chose parce qu'il fallait caster des personnes qui avaient vraiment un vrai rôle sur plusieurs épisodes. C'est pas la même façon de caster, avec ces acteurs et ces actrices, il y a toujours un planning d'enfer. Donc il faut savoir euh, prendre, enfin voilà, choisir quelqu'un qui va être disponible, avec qui on va pouvoir travailler sans qu'il y ait de pression trop grande de planning et d'agenda. Enfin voilà, pour qu'on puisse travailler aussi en amont, etc. Euh, ce qu'il fallait un peu plus faire là pour le coup pour les rôles. Alors, j'aimerais beaucoup parler d'une certaine chanson dans la saison 3, mais je me demande à quel point c'est spoiler, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Pas, ça rame un peu. Ah, alors, chez moi, ça rame. Est-ce- Excuse-moi, Timothée, ça a ramé, tu m'as entendu? Ah, je n'ai plus de son. Ah, ah, intéressant. Tu entends? Tu n'entends plus. Hmm, je n'entends plus Timothée. Est-ce que vous pouvez dire dans les commentaires si vous l'entendez ou pas, par exemple? Ah, ah, pourtant, je ne t'ai pas muté. On va vérifier. Ah, ça a dû couper. On va le rappeler. C'est pas grave. Hop, ça va revenir. Merci Adrien pour ton commentaire. Pour, voilà. Timothée? Ah, c'est un peu mieux. Allô, allô? Ouais. J'ai Super. reçu un appel, ça a tout coupé, pardon. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Euh, Hop. je sais plus ce que je Alors, disais. moi je te demandais, j'aurais aimé parler d'une certaine chanson de la saison 3, mais j'ai peur que ça soit un peu spoiler. Alors je sais pas ce que t'en penses. Non, non, on peut en parler. Oui, c'est une belle histoire de Michel Fugain. En fait, Voilà. pendant toute la saison, il me fallait un peu une chanson qui représente. Alors, j'aimais bien que la relation entre cette mère et cette fille, donc Flore et Zoé, que vous allez découvrir si vous allez voir la saison 3, euh, soit symbolisée par un son et du coup une chanson, parce que Cole c'est par le son et c'est en fait je voulais que montrer la puissance d'un son en fait, que à quel point ça peut évoquer des souvenirs, une époque et et du coup, je savais que je voulais une chanson de variété française. Et en fait, je suis tombé sur cette chanson que je connaissais déjà bien. Et je me suis dit, c'est super parce que c'est beau, c'est un peu cucu en même temps, c'est, c'est des années, enfin, ça peut être considéré comme vieillot. Et j'aimais beaucoup cette idée de remettre cette chanson un peu dans un contexte très moderne, d'apocalypse,
enfin, dans un contexte où tu t'attends pas du tout à voir justement ce style-là de chanson, et ça donne presque un ton ironique parfois à certains trucs, et du coup voilà. C'est... Enfin, je sais même pas, tu m'as même pas posé de questions sur ça, mais je me suis Ah, avancé. c'était exactement pourquoi une belle histoire de Michel Fugain, donc c'est parfait, c'est exactement ça. Ok, Voilà. Et surtout, enfin surtout, aussi plutôt, dans l'épisode 1, tu utilises les bruits du métro parisien. Et aussi ouais. en voyant le film, j'ai appris que c'était que fallait, je sais pas s'il fallait verser des droits ou fallait en tout cas demander l'autorisation pour les Ouais, utiliser. Donc, ouais. Tout est surprenant, hein. On était nous-mêmes surpris. Oui, il faut utiliser, il faut les droits pour utiliser le bruit. Mais on l'entend même plus en fait finalement dans l'épisode parce qu'à la base on l'entendait. C'était une annonce RATP quoi. hmm, Et en fait ça s'est perdu dans le mix. Et du coup, je me demande si les bruits, le son, peut-être des portes qui se ferment, le tut, peut-être que ça a des droits. Ça me rendrait fou. Mais écoute, c'est la loi aussi de tout ça, c'est que il faut avoir, enfin, on n'est plus comme sur YouTube avant où on faisait un peu ce qu'on voulait et hmm, on s'en foutait. Maintenant, voilà, c'est Canal+ et tout ça. Faut faire attention à tout, à que tout soit légal, etc. hmm. Donc c'est sûr que c'est pas la même façon de travailler. Mais oui, il y a des droits sur ça. Oui, je sais pas si tu vois une émission qui s'appelle Depuis quand, une pastille. Je crois pas. Ça me dit quelque chose. Ah, depuis quand on dit ça, etc. Depuis Voilà, quand, ouais. genre sur Et des. voilà, il y avait depuis quand le bruit du pass Navigo dans le métro parisien, depuis quand ça existe. Et le mec était allé rechercher la personne qui a inventé ce son et qui Ah explique oui, pourquoi est-ce qu'il a mis tel son à tel moment. Et c'est assez, voilà, c'est assez intéressant. trop bien. Ouais, je crois que Voilà. j'avais vu un truc comme ça. Alors, tant qu'on est à lire les génériques des épisodes, à la fin du tout dernier, tu conclus tes remerciements en saluant, je cite, ceux qui écriront, parleront et théoriseront encore après la diffusion, donnant vie à la série, même après sa fin. Donc je me demandais, est-ce que voilà, il y a des gens qui ont théorisé sur ta série, qui commençaient à se dire, ah, vers où ça va? Est-ce que tu lis ce genre de choses? Est-ce que tu as pris ça en compte pour écrire ou pas du tout? Est-ce que tu as déjà Euh, 3D retours? Voilà. C'est... ouais, j'ai déjà des petits retours sur la saison 3, pas encore énormément. J'attends parce que je pense qu'une fois que tu l'as vue, il faut peut-être la revoir pour bien tout noter. Oui, j'aime beaucoup ça, ce côté justement où moi j'étais le premier fan, par exemple, quand je regardais Lost, c'était fou, ils avaient ouvert un forum et tu pouvais parler des mystères et tout ça. J'étais pas forcément un actif là-dedans, mais j'aimais me dire, c'est fou, il y a des gens qui font des nuits blanches à écrire des trucs sur des séries. Et ça faisait partie de ce mais j'ai jamais voulu que ça prenne le pas sur les histoires que je voulais raconter, et sur les émotions et sur les personnages. Euh, c'est trop cool qu'il y ait cette communauté justement qui théorisent et qui font des liens. Et, et, mais ce que j'aime, c'est quand justement il y a cette alliance des connexions, du puzzle et de l'émotion, de raconter une histoire émouvante et qui peut toucher les gens. J'aime quand ça réussit à faire ça. J'espère que j'ai réussi à faire ça sur les 3 saisons et surtout sur la troisième. Donc voilà, enfin, il y a aussi dans Coles cette idée que Coles à la base, c'est moi ce que je voulais faire, c'est une ode à l'imaginaire et du coup, si ensuite on donne toutes les réponses et ensuite tout est clair sur un plateau, bah on perd un peu le concept même de Coles qui est laisser libre votre imaginaire et votre interprétation. Mhm. Euh, il y a des réponses dans la saison 3, mais il n'y a pas tout. Il y a des choses qui restent ouvertes. C'est de là où je dis justement que j'ai envie que les gens parlent encore, que ceux qui vont en parler aujourd'hui en parleront toujours plus tard.
que, parce que si à la fin de Calls, tu te dis, ah, c'est bon, c'était parfaitement clair, j'ai une frise chronologique et tout est clair pour moi, ben, tu as ce truc, je suis satisfait, mais enfin, c'est bon, je vais plus en parler, quoi. Je vais dire, ça, c'est du passé. J'aime bien les films, les séries où les gens en parlent encore, quoi. C'est quand même fou que tout le monde théorise encore sur la fin d'Inception, par exemple. Enfin, Mm. il y a toujours des débats, ça arrive dans des soirées où les gens se disent, enfin, ils continuent de débattre de ça. Et c'est trop bien parce qu'il y aura jamais de réponse. Enfin, Mm. même si Nolan, je crois, a dévoilé un petit truc. Mais en vrai, l'imaginaire est plus fort et l'interprétation, et c'est ça qui fait vivre les trucs, quoi. C'est les personnes qui en parlent. Donc c'était ça que je voulais dire avec ce remerciement. Ouais, c'est euh, c'est déjà tous ceux qui ont écrit et tous ceux qui vont continuer à en parler Mm. entre eux autour d'un verre. Et puis la série demande à ce que le spectateur ou la spectatrice participe en plus, un Ouais, peu. C'est-à-dire en disant, ah tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à l'épisode d'avant. Ah mais ça serait pas tel truc qui fait ouais, c'est référence. c'est fait pour ça, ouais. On l'a écrit à chaque fois en se disant, enfin, avec ce détail-là, les gens pourront revenir en arrière et voir. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça que je trouve cool à installer, même des images subliminales parfois, des trucs où il faut vraiment faire un arrêt sur image pour comprendre. Mhm. Ça, j'aime bien. Donc après Calls, c'est quoi est-ce que tu as déjà des projets où tu fais une pause en attendant de voir ou Je fais pas de pause, là j'enchaîne très vite avec l'écriture d'un long métrage. Tous mes projets là ont de l'image. J'arrête avec l'audio, je pense. Enfin, il y aura de l'image avec l'audio en tout cas. Et donc il y a deux longs métrages en écriture. Un dont je suis seul et un autre que j'écris avec un auteur. Et une série beaucoup plus longue, beaucoup plus imposante que j'essaye de développer. Euh, et peut-être une mini-série aussi qui aura peut-être, mais ça c'est rien n'est sûr, mais qui aura peut-être un rapport avec Coles d'une certaine façon, mais qui sera quand même très différente. Donc voilà, un peu les quatre projets sur lesquels je suis en ce moment. si tu veux suivre Lindelof, tu devrais écrire une suite à Alien, ça serait pas mal aussi. Ouais, bah écoute, allons-y, hein. Faisons ça. Non, Qu'est-ce que non, tu excuse-moi, qu'est-ce que tu penses de la création de genre en France aujourd'hui? Parce qu'il y a vraiment plein de trucs très passionnants un peu en ce moment à tous les niveaux. Et est-ce que toi, voilà, quel est ton avis sur le paysage de tout ce que fait la France en termes de horreur, science-fiction, fantastique? j'ai pas réfléchi à la question énormément. Je sais que c'est très difficile. Je sais que dans mes projets de long, par exemple, j'avais un truc de genre. Je sais que je l'ai mis de côté parce que on m'a dit ça. Peut-être que si tu gagnes une reconnaissance en cinéma, tu pourras oser proposer ça un jour. Mais là, aujourd'hui, tu peux pas. Qu'est-ce que c'est? Euh, Pas, de quoi, pardon? c'était quoi? C'était. Bah, j'aimerais le faire un jour, donc, du coup, je vais peut-être pas. Mais c'était juste de l'horreur très psychologique dans un style qui pourrait s'approcher d'un Black Swan, un truc très sombre et qui mélange réalisme et horreur dans, dans plein de styles différents, très psychologiques et presque fantastiques parfois. Enfin voilà, mais euh, mais du coup c'est vrai que c'est plus vendeur un film qui va s'accrocher à quelque chose d'un peu plus rationnel en France, d'un peu plus social. Et c'est bien, hein, enfin il y a des films super comme ça. Et, mais c'est juste plus compliqué. Là je sais qu'il y en a de plus en plus, même s'il y en a très peu. J'ai pas pu voir La Nuée que j'avais très envie de voir, qui apparemment est vraiment bien. Ouais, Donc pardon. tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, Ouais, c'est vraiment c'est super. super. Ah bah trop bien.
Tu vois, voilà, il y a des petites pépites comme ça qui sortent, mais c'est quand même, j'ai l'impression, une fois tous les 3 ans, quoi. Et donc, j'ai pas de. Le problème, c'est que le public, enfin, on peut se dire, les diffuseurs, ils sont chiants, ils veulent pas produire du genre et tout ça, mais en vrai, le public français est beaucoup moins intéressé aussi. Enfin, s'ils diffusent pas, c'est pour une raison. Si ça. Après, il faut prendre des risques, quoi. C'est ça qui. Et justement, là, je bosse avec une boîte sur mon long métrage. Ils veulent prendre des risques et ça, c'est trop bien parce que ça donne espoir en fait. Et, et quand tu parles avec des producteurs et que leur premier sujet, c'est quelle est la cible et je suis pas sûr que ça fonctionnera bien, bah, c'est moins intéressant que des producteurs qui t'écoutent et qui disent putain, nous, ton projet, si il est sélectionné à Sundance, on a tout gagné. Enfin, Mm. tu vois, c'est pas du tout la même façon de penser. Il y en a beaucoup moins dans le deuxième cas en France, alors qu'aux États-Unis, le problème, et même dans d'autres pays, mais aux États-Unis, on dit toujours que les Américains, ils osent faire des trucs et tout ça. Oui, mais ils sont, euh, enfin, le cinéma là-bas est une vraie industrie. Ça fait partie de la vie de tous les jours et c'est totalement accepté. C'est pas un truc à part. Et il y a 1000 boîtes. Enfin 1000, non, il y en a 10 000. Il y en a, il y en a énormément et du coup forcément que vu qu'il y a plus de personnes qui se lancent dans ce milieu, bah, il y a plus de personnes qui vont prendre des risques. Euh, donc oui, c'est mieux aux États-Unis parce que bah, là-bas c'est pas du tout la même économie qu'en France. Mais voilà, on a des très beaux films en France. Il faut pas renier la France pour ça. Et moi, je suis plus partisan du essayons de rester en France et de faire bouger les choses plutôt que d'aller aux États-Unis pour faire le cinéma qu'on voulait faire en France, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils justement un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice qui voudrait débuter et faire justement des projets de genre? Quel conseil tu pourrais lui donner? Euh, des projets de genre, il faut, en fait, le meilleur conseil, ce serait de faire un court-métrage indépendamment. Idéalement, vous trouvez une petite prod, mais essayez de le faire avec vos moyens. Coles est né comme ça. Bon, Coles, ça demande aucun moyen pour un pilote, mais donc c'est facile à dire. Mais c'est né sur YouTube. Ça a été fait en 6 mois, 7 mois parce que on travaillait dessus dès qu'on avait un peu de temps libre parce qu'on se disait mais personne va regarder ce truc. Et, euh, et du coup, ça a fonctionné. Moi, à la base, je voulais pas que ça soit forcément une série, mais quand on m'a proposé la série, bah, j'ai dit oui parce que je trouvais ça super. Mais on peut aussi très bien imaginer que vous voulez faire une série de genre, mais que pour l'instant personne ne vous écoute parce que peut-être que vous ne connaissez personne. C'est compliqué, c'est chiant, mais c'est ce que beaucoup de personnes faisaient avant, c'est-à-dire faites-le vous-même, réunissez une bande de passionnés. Si vous n'avez pas d'amis qui sont passionnés, vous pouvez trouver des gens sur des réseaux, sur des groupes Facebook, il y aura toujours des personnes motivées. Il y a cinéaste.org où vous pouvez laisser des annonces, recherche équipe. Il y aura toujours, ça sera pas facile, ça sera même compliqué, mais il faut pas se laisser abattre. En fait, il va falloir prouver ce qui est pas forcément, ce qui est moins peut-être le cas aux États-Unis où tu peux avoir la confiance de quelqu'un sur un pitch si tu sais très bien pitcher. En France, il faut gagner la confiance en montrant qu'on est capable. Donc moi, ce serait mon conseil d'essayer de faire un court métrage, même si ça dure 2 minutes, juste pour voir un peu l'ambiance du truc et le concept. Et ensuite, avec ce court métrage, vous ne le mettez pas sur YouTube, vous attendez, vous l'envoyez à quelques personnes, si vous voulez que ça soit une série. Sinon, vous vous en foutez, vous le mettez sur YouTube. Vous l'envoyez à des personnes que vous admirez, des boîtes de prod.
Il y a plein de boîtes de prod et vous pouvez trouver leur nom et leur mail très facilement. Et voilà, vous espérez que quelqu'un va tomber sur ce mail, va regarder le truc et va vous rencontrer. Ça, c'est le film de genre. Après voilà, il y a plein de façons de faire du genre et c'est peut-être un peu compliqué là ce que je demande pour quelqu'un, mais et c'est peut-être un peu pessimiste. Mais je sais pas. Enfin, j'ai cette. Je me suis. Je sais pas si tu as vu le film The Unthinkable, film danois ou suédois, merde, je sais plus, qui a C'est gagné à Gérard May c'est un quelques. truc, il y a une espèce d'attentat dans un Ouais, pays. Et il y a une fameuse scène sur un pont. oui, Ça paraît obscur, mais oui, oui, je l'ai vu. Ouais, exactement. ouais, ouais, c'est Euh, très ça, Nolan. ouais. Et ça, ça a été fait avec 2 millions. Alors que juste la scène du pont, c'est 2 millions. Enfin, un plan, c'est 2 millions aux États-Unis. Ce film a été fait par des youtubeurs. C'est des youtubeurs qui s'appellent, merde, euh, Crazy Pictures, tu vas voir leur chaîne, ils font des petits sketchs, un peu comme le Bagel faisait Mm. mais avec des VFX fous. Euh, et, euh, et un jour, ils ont lancé leur Kickstarter. Ils ont gagné 500 000 balles, je crois. Et ils ont trouvé ensuite, grâce à ça, des financiers pour compléter, pour arriver à 2 millions. Mais enfin, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce monde du cinéma, 2 millions, c'est rien pour le film qu'ils ont fait. C'est vraiment, les films, un film français social où il se passe pas grand-chose, environ c'est 1 million quand c'est correct et encore c'est un petit budget. Tu peux faire des films à 500 000, mais 1 million c'est bien pour faire un film français où il n'y a pas d'explosion ou de quoi que ce soit, il n'y a pas d'accident de voiture, etc. C'est ça. Eux, ils ont fait un blockbuster de 2 heures à 2 millions. Et en fait, je l'ai revu avec un ami, avec mon chef opérateur, et on s'est pris une claque mais en fait, on est des connards à vouloir le confort de tout. Tu regardes le making-of de ce truc, les mecs, ils font tout. Au générique, ils sont partout. Mm. L'acteur principal, il fait partie du groupe. Les VFX, c'est eux. Le montage, c'est eux. La musique, ils font partie du truc. Enfin, c'est ouf. Et, Mm. euh, et ça nous a remis dans le mood, en fait, quand on était lycéen et que on était dans cette section audiovisuelle et qu'on faisait des films sans attendre que ça marche, sans attendre que on faisait juste parce qu'on était passionné par ça, quoi. Il y a de Et, l'excitation. et C'est de quoi? c'est de l'excitation, Ouais, c'est ça. pour Et faire il n'y avait pas. YouTube, ça a été super pour plein de trucs. D'ailleurs, 90% de trop bien. Mais ça a aussi installé un truc de. Enfin, YouTube à la base, c'était comme si c'était pour éviter de s'envoyer une clé USB, quoi. C'était juste faire un lien de partage avec des potes. Regardez. Maintenant, YouTube, enfin, même si tu t'attends pas à grand-chose, t'as quand même envie que ça fasse un peu de vues dès que tu postes un truc. Et c'est normal, c'est naturel. Tu as envie que les gens voient ton travail parce que tu compares avec des courts-métrages, j'en sais rien, de Cyprien où il y a plusieurs millions. Tu te dis, putain, ça serait super que ça m'arrive aussi. Mm. Euh, mais ce qui s'est un peu perdu du coup, c'est cette envie juste de créer sans attendre quoi que ce soit derrière. Euh, Après, là, c'est pour vraiment les plus jeunes. Dans son adolescence, il faut, je pense, créer à fond. Forcément, quand tu es un peu plus vieux, genre bah, mon âge, 25-26, c'est plus compliqué de se dire ça. Mais en vrai, il faut toujours, je pense, prendre le temps de créer avec ses amis ou avec une bande de passionnés. Et du coup, enfin bref, The Unthinkable, ça m'a remis dans ce truc où quand j'ai vu que c'était une chaîne YouTube et j'ai vu leur making-of et en fait qu'ils faisaient ça avec 2 francs et, et que la caméra était prête à se péter la gueule sur une vieille grue toute pétée pour un plan au final dans le film où tu as l'impression que c'est Avengers.
c'est vraiment, vraiment pas, même si le film peut avoir ses défauts et tout ça en termes de plein de choses, même moi, en vrai, moi j'ai kiffé de A à Z, mais en plus, c'est waouh, ok, Ouais, ça donne techniquement. envie, ça donne envie, Ouais, ça donne c'est envie vrai. de créer. Eh ben, ça mange un peu justement la dernière question traditionnelle de ces lives. C'était est-ce que tu as des séries ou des films que tu as découverts pendant ce confinement et que tu voudrais conseiller? Donc par exemple The Unthinkable que vous pouvez voir qui est sorti en DTV, je crois, il y a 2 ans, donc qui est visible, voilà. Ouais, Euh, ouais, moi je l'avais pris en VOD sur Canal VOD, c'est voilà, bah, Unthinkable. tout à fait. Mais est-ce que il y a autre chose, par exemple, il y a quelque chose que tu as enfin rattrapé, par exemple une série ou un film, tu t'es dit, bon, allez, là, j'ai un peu de temps. Bon, là, tu étais pris par Calls, donc j'imagine que tu n'avais pas le temps de mater aussi plein de trucs, mais Euh, tu avais un coup de cœur ou vraiment voilà, un truc que tu as découvert. ouais, Euphoria, en vrai, Euphoria, mais je sais pas quand c'est sorti, quand c'est sorti, je sais plus. Là, je suis en train de me la remater pour la quatrième fois. Ouais, C'est une source d'inspiration constante à chaque fois. Enfin, ça a été ma grosse claque de l'année, Euphoria. Putain, je suis sûr qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des films ou des séries, mais j'ai une mémoire horrible. Xavier, aide-moi, je vois que tu es dans le chat. Bref, il y a plein de Euphoria, il y a eu, j'ai vu I Know This Much Is True, qui était aussi super sur HBO. Enfin bref, à chaque fois qu'il y a une série HBO, faut la regarder, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être le saint graal de tout créateur. Et non, j'ai pas mal, j'ai rematé les Paul Thomas Anderson aussi, que j'adore toujours autant. Euh, et, euh, et enfin voilà, Xavier me lâche, donc c'est pas ça. voilà. Mais Bon, non, il faudrait. En fait, je vais souvent sur Sens Critique parce que je note tout sur Sens Critique. Et là, je ne peux pas car mon portable est utilisé par le live, donc ah, c'est terrible. Mais enfin bref, donc il y a Euphoria sûrement plein de et Unseen. Euphoria avant tout, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé Modern Love aussi sur Prime Video. J'adore l'idée d'une petite comédie romantique très mignonne, indépendante, 30 minutes, la comédie romantique, C'était c'est, avec je Anna, sais- non? C'était ça? ouais, ouais, il y a plusieurs, en fait, chaque épisode est une histoire différente, donc il y a un gros casting et ça c'était vraiment cool, très bien écrit, je trouve, et assez beau, assez doux. Mhm. Euh, Puis voilà, j'ai revu Fleabag encore, qui est super. Pour le coup, Ouais. qui se fait en une soirée, vraiment. Vous pouvez, si vous avez 4 heures devant vous, bon, c'est un peu long, mais ça va. Et c'est une série qui s'est terminée, donc il y a que 2 saisons, 6 épisodes de 20-30 minutes. Si vous n'avez pas vu, c'est vraiment, vraiment une petite pépite. Donc voilà. Oui, j'ai vu le live, l'épisode spécial d'Euphoria, j'ai beaucoup aimé. Aussi, je vois une question. Et Spinac Bren nous dit est-ce que ce live sera diffusé? Tout à fait, vous pourrez le retrouver Ah. sur le compte du CNC, une vidéo à revoir et à re-revoir en long, en large et en travers, un peu comme la saison 3 de Calls. Alors, on va malheureusement devoir s'arrêter là, Timothée, vu qu'il y a une limite de Ouais. temps de couper en plein milieu, alors qu'on est en train de théoriser, tu vois, sur la fin d'Inception, par exemple. Donc, il ne nous reste plus qu'à rappeler que Calls est visible dès maintenant, l'intégralité de la série. Voilà. Ouais. Et dès maintenant, envoyez vos théories à Timothée et à envoyer une pétition pour qu'il écrive le prochain Alien, c'est ça, hein? Oui. Pour comme ça, j'aurais tout copié. C'est ça. Et voilà, donc merci encore beaucoup et félicitations pour Calls et merci Merci. beaucoup d'avoir participé à ce live. Bah, Et donc merci à toi. on espère d'avoir de tes nouvelles bientôt sur Ouais. petit grand écran. Et Merci beaucoup. salut Timothée, ciao. Salut. Salut.